Alors les joueurs soviétiques entourent le gardien Artur Irbey-Ivanpedno, c'est lui qui sera le partant pour l'URSS. Oui, Pierre, il détient d'ailleurs la meilleure moyenne du tournoi avec une moyenne, il n'a accordé que 5 buts au cours de cette compétition. Il fera face à Dominik Hasek de la Tchécoslovaquie, gardien de but qui se rapportera à l'automne aux Blackhawks de Chicago. L'arbitre de la rencontre est le Finlandais Seppo Mäkelä. Les juges de ligne sont suédois, Johan Enestedt et Anders Ekhagen. On espère que vous allez passer un bon avant-midi à l'antenne du Réseau des Sports. On vous souhaite un bon petit déjeuner. Il est très tôt hors du Québec, c'est le match de la médaille d'or. Je vous rappelle que c'est le début d'un programme double à l'antenne du Réseau des Sports. Tout de suite après cette rencontre, nous allons vous présenter le match de la médaille de bronze entre la Suède et le Canada. C'est le trio de Bikov, évidemment, pour l'URSS contre celui de Haščák du côté tchécoslovaque. Là, c'est Sherban qui remet le disque à Krohn. Derrière, à son défenseur, Haščák reprend le disque, Bersiger au centre, mais c'est perdu par lui. Et c'est Malahov qui va récupérer loin dans son territoire. Par la rampe, vers Chomutov. Chomutov revient sur ses pas. Chomutov toujours, belle manœuvre devant Haščák. En territoire tchécoslovaque maintenant, mais il touche le patin de Seeger et on doit rentrer au centre. De Malahov à Chomutov. Au centre pour Bikov, disque libre, c'est Haščák qui le reprend. Haščák est surveillé par Chomutov. Remet derrière à Staviana. Staviana vers Sherban, vers Seeger qui arrive au centre. Seeger devant Malahov. Seeger toujours, mais perd le disque et là c'est Dolana qui le reprend, mais celui-ci fait une chute. C'est Nemchinov maintenant qui a tenté de s'échapper, mais il a fait une chute. Semak remet à Tatarinov vers Davidov qui s'avance, mais perd le disque. Il a reçu une sévère mise en échec. Là, c'est Kadlec qui le retient. Davidov reprend, s'avance bien. Du revers et bel arrêt de Dominik Hasek dès le début du match. C'était pas commode comme lancé. Bel arrêt effectué par le gardien de la Tchécoslovaquie parce que Davidov, Pierre, s'est amené directement dans l'enclave. Il avait quitté le coin de la patinoire du côté gauche du gardien de la Tchécoslovaquie. Et très beau lancé. On a vu que Hasek semble en bonne possession de ses moyens. Le style papillon, encore une fois, l'a bien servi et il a effectué l'arrêt avec sa mitaine. La mise en jeu a été gagnée par Martin Haščák. Il revient au jeu, celui-là. Il a été blessé en tout début de tournoi. Et Haščák appartient aux Flyers, un choix de 3e ronde en 1987. Là, c'est Semak qui a remis à Nemchinov un tir et c'est encore Hasek qui fait l'arrêt sans donner de retour. Les deux entraîneurs s'entendaient pour dire, Pierre, hier, après les entraînements, que la rivalité entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique a diminué un tout petit peu au fil des ans, évidemment. Si on se rappelle les événements de Prague il y a plusieurs années, lorsque ces deux équipes s'affrontaient, c'était une véritable guerre. Mais ça a ralenti un petit peu au cours des dernières saisons, changement de politique un peu dans les deux pays. Mais les deux équipes, dit-on, fournissent toujours un excellent spectacle lorsqu'elles s'affrontent. Là, c'est Jelinek devant Boussarov qui lui fait perdre le disque. Remet derrière, c'est Herdina qui intercepte, mais c'est hors-jeu à l'entrée du territoire soviétique. Je vous rappelle que la Tchécoslovaquie, pour gagner la médaille d'or, doit gagner ce match. Oui. Un match nul n'est pas suffisant, puisque les Soviétiques ont une fiche parfaite de 2 victoires, aucune défaite en ronde des médailles. Et la Tchécoslovaquie, une victoire contre le Canada et match nul contre la Suède. C'est Dolezal, le capitaine, qui perd à Biakin. Biakin, belle passe au centre à Ristic. Le tir, et c'est un bel arrêt de Hasek. Et celui-ci réussit à immobiliser devant Fyodorov. Et là, on veut s'en prendre à Pavel Bura qui a tenté, lui, de saisir le retour. Il y avait un disque mi-libre sous la mitaine de Hasek. Il n'a pas manqué de courage, le jeune joueur de l'Union soviétique. Encore une fois, on voit que Hasek est extrêmement prudent là-dessus. Va tenter de immobiliser le disque afin de créer immédiatement une mise en jeu. Ouais, Pavel Bura a essayé de passer le disque sous Dominik Hasek, mais celui-ci me fait penser à une pieuvre. Il est tellement grand, à une très longue portée avec ses bras. Je trouve pas qu'il y a la stature de Ken Dryden. Ah oui, tout à fait. Il se ressemble beaucoup en stature. Là, c'est Ristic devant Reichel, le trio des jeunes qui revient sur la patinoire. Quel merveilleux travail ces 3 jeunes ont accompli tout au long du championnat. Passe de Holik que Reichel n'attendait pas, c'est Konstantinov qui reprend, revient sur ses pas, passe du revers vers Makarov. Makarov arrive devant Sherban qui lui ferme la porte. Disque libre, c'est Holik qui le reprend. Remet tout de suite à Staviana devant Priakin. Là, c'est au centre pour Reichel, mais beau jeu de Konstantinov qui remet à Malahov. Longue passe en diagonale pour Ristic. En course avec Staviana.
Devant le filet, c'est Hachek qui bloque cette passe et le disque colle sur le filet à l'extérieur et c'est un autre arrêt de jeu. Il y a 2 minutes 20 d'écoulé en première période. Alors Pierre, tu parlais du trio de Jagr, Olick et Reichel. Ils ont accumulé 22 points au cours de ce tournoi. 9 buts et 13 passes, qui est quand même exceptionnel parce que lorsque la formation tchécoslovaque est arrivée à Berne, l'entraîneur Pavel Vol disait lui que c'était effectivement son 4e trio. Et plus le tournoi a progressé, c'est devenu le meilleur trio de l'équipe. 19 ans et 18 ans. Oui. Ah. Là, c'est Seeger qui prend le disque et c'est un hors-jeu lorsqu'il touche le disque avait franchi 2 autres. Et on a vu aussi que Robert Olick ne craint pas, lui, d'aller dans les coins de patinoire. Donc, c'est un style de jeu qui va sans doute lui convenir dans la division Adams la saison prochaine. Oui. Parce qu'on sait qu'il évoluera avec les Whalers de Hartford. Eddie Johnston était ici, d'ailleurs, au début de la semaine, pour venir le rencontrer encore une fois. Là, c'est Krohn à la mise en jeu. Devant Briakin. Là, c'est un tir, c'est bloqué par le gardien Irbe. Rosachka devant le filet et le disque est libre. Et heureusement pour les Soviétiques, c'est Fetisov qui veillait et qui a réussi à dégager le devant du filet. Tatarinov maintenant, surveillé par Haschak. Fetisov par la rampe. Réussit à rejoindre Kamienski vers Bikov, mais Kadlec a fait une belle mise en échec là-dessus et reprend le disque tout de suite. Rosachka, mauvaise passe qui touche le patin de Kamienski vers Homutov, mais c'est raté. Là, Tatarinov vient appuyer l'attaque. Tir faible, c'est repoussé par le défenseur Rosachka. Et on revient au centre autour de Fetisov. Vers Tatarinov. Tire dans le coin de la patinoire. Hachek quitte son filet. Dégage par la rampe. C'est Haschak qui rate. Kadlec rate son dégagement. Là, c'est Bikov qui passe derrière à Kamienski. Tire. Et c'est raté de justesse. Là, Haschak veut dégager devant Fetisov. Haschak fait une chute. Le long de la rampe toujours. Haschak qui contrôle le disque. Un dégagement intercepté par Kamienski. Un tir qui rate la cible par la rampe. Et c'est Kravchuk qui est arrivé un peu en retard et qui doit rentrer en territoire bleu. L'Union soviétique a exercé un petit peu de pression sur la défense de la Tchécoslovaquie. Sans toutefois, Pierre, obtenir un bon tir au but. C'est un début très prudent, un peu comme contre le Canada l'autre soir, sauf qu'ils ont marqué rapidement. Et là, un tir de Semak repoussé par Hachek. Et c'est la contre-attaque avec Dolana. Tir de loin de Dolana, bloqué par Irbe, qui laisse derrière à son défenseur Goussarov. Vers Nemchinov, mise en échec par Lubina. Il y a 4 joueurs pour le disque, c'est Goussarov qui le reprend. Passe derrière son filet, surveillé par Hostak. Goussarov passe au centre. C'est capté par Davidov. Davidov derrière, interception de Dolana vers Hostak, qui perd le disque cependant. Alors des manœuvres nerveuses de part et d'autre. Jeu incohérent parce qu'en zone centrale, Pierre, tu observeras, tu as au moins 2 à 4 joueurs qui se tiennent là dans l'espoir de bloquer l'adversaire. C'est Dolezal qui rate cette passe. Il reprend le disque, remet derrière au défenseur Bozik. Bozik vers Herdina. Herdina contourne Goussarov. Là, tire du revers derrière le filet. C'est Dolana qui est surveillé par Nemchinov. Il a le disque devant le filet. Oh, le disque est libre. Et finalement, c'est repoussé par le défenseur. Goussarov. Et c'est Davidov en contre-attaque maintenant. Veut déjouer Batcha. Dolezal reprend le disque. Belle manœuvre. Laisse à Jelinek qui perd à son tour. Là, c'est Biakin qui repousse devant lui. Et c'est Herdina qui reprend le disque. Herdina remet jusqu'au gardien Irbe qui passe lui-même à Fjodorov vers Bourre, surveillé par Staviana. Le long de la rampe, c'est Fjodorov qui veut reprendre. Disque libre et finalement, le disque sautillant touche un spectateur et c'est l'arrêt de jeu. Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90 à l'antenne du Réseau des sports. Le sport selon 50. On se prend pas au sérieux, mais on fait de notre mieux. On prend les moyens pour gagner, ou surtout pas gêner. Il y a 50 raisons de prendre 50. C'est la guerre à notre. La meilleure est sous le bouchon. C'est le trio des jeunes Tchécoslovaques qui a créé une certaine pression en territoire soviétique et c'est repris par Reichel. Là, il perd le disque, mais le reprend, tire dans le coin. Arthur Irbe quitte son filet et laisse le disque à Konstantinov qui a bien failli perdre à Jagr. Et Konstantinov, là, reprend le disque. La passe vers Biakin, c'est raté par lui. Là, Holik qui a fait faire une chute à Ristic. C'est repris par Sherban qui remet à Reichel vers Staviana. Staviana derrière à Sherban.
Sherban passe vers Haschak. Haschak tire qui rate la cible. Le tir a touché un bâton, je pense. Là, Fetisov qui s'est vu fermer la porte devant lui. Makarov passe vers Ristic, surveillé par Prozačka. Et il y a hors-jeu donc à l'entrée du territoire tchécoslovaque. Jaromir Jagr qui sera sans aucun doute repêché. On l'a répété souvent au cours du tournoi. Il a connu de très bonnes performances ici à Berne. Et j'ai l'impression que ça fait maintenant l'unanimité chez les dépisteurs de la Ligue nationale. C'est un joueur qui a vraiment le talent pour connaître beaucoup de succès. Et on le verra à Saskatoon l'an prochain aux championnats mondiaux juniors. Et je vous rappelle que le réseau des sports sera diffuseur des championnats mondiaux juniors. Le réseau des sports qui a obtenu les droits pour plusieurs années sur les compétitions internationales. Donc le championnat du monde l'an prochain, le championnat mondial junior et quelques autres matchs de l'équipe nationale du Canada. Et on en est très fiers d'ailleurs. Là, c'est Makarov devant le défenseur. Ristic passe du revers, mais oh là, c'est Hašek qui a repoussé lui-même. Remet Haščák vers Seeger. Seeger vers Haščák, vers Krohn. Bon jeu, tiré. Bel arrêt de Arthur Hirbe. Et on voit que le plan de match de l'entraîneur Pavel Vold de la Tchécoslovaquie, c'est d'utiliser ses joueurs d'expérience contre Makarov. Il y a quelques instants, c'était le trio des jeunes qui étaient sur la patinoire. Il les a amenés au banc immédiatement. Et en défense, Pierre, tu observeras qu'il demande une implication constante des ailiers dans le repli défensif. À ce moment-là, ça permet aux défenseurs de se porter devant le porteur du disque de l'Union soviétique. On ne veut surtout pas donner le territoire entre la hauteur du sac de mise en jeu et la ligne bleue. Dominique Rostak remet devant le filet. Le disque est libre et c'est repris par Kamienski. Devant Bozic et Staviana, ou Batcha plutôt, on lui ferme la porte. Là, c'est Romutov qui est bousculé par Lubina. Disque toujours libre, débattu entre les deux joueurs. Belle passe vers Kamienski qui veut remettre devant, mais t'as vu le beau repli du défenseur Batcha. Ça, c'est un défenseur d'expérience, il est excellent celui-là. Et là, c'est le gardien Hirbe qui laisse à Kravchuk par la rampe vers Romutov, mais c'est perdu. Encore du beau travail de Lubina. Kamienski en contre-attaque devant Batcha. Kamienski surveille du coin de l'œil, veut remettre devant, mais encore un beau jeu de Batcha qui complète sa mise en échec sur Kamienski. Et là, c'est Hostok qui perd le disque. Romutov a été plaqué par Dolana. Lubina fait une chute également. Kamienski veut reprendre, mais tu as vu la belle chute de Dolana. C'est une équipe inspirée qui joue sans complexe que la Tchécoslovaquie. Tu as entièrement raison, Pierre. Très inspiré, qui s'en tient un plan de match bien précis. Batcha vers Staviana qui quittait le banc des siens. Par la rampe, remet tout simplement en territoire neutre. Et c'est Romutov qui remet à Malahov, le défenseur. Vers Konstantinov, le géant. À Malahov. Du revers vers Davidov, c'est raté. Dans le coin, attendons voir qui sera là. C'est Staviana qui est là le premier, surveillé par Semak. Mais Sherban a fait un beau jeu et fait une belle passe à Dolana. Dolana arrive au centre, devant Malahov. Dolana laisse derrière pour Herdina. Remet vers Dolana, mais un beau jeu de Malahov en défense. Nemchinov a repoussé en territoire tchécoslovaque. Sherban maintenant au centre. C'était Jelinek vers Dolezal. Dolezal tire, c'est un disque qui a touché Konstantinov et c'est lui qui a le disque maintenant. Passe à Semak. Semak qui perd le disque. Beau jeu de Dolezal. Là, Reichel est là, perd le disque, c'est Nemchinov. Parce que n'attendait pas Davidov et c'est Staviana qui reprend le défenseur. Vers Reichel, mise en échec par Konstantinov. Et on revient profondément en territoire soviétique. Il y a 9 minutes exactement découlées en première période. C'est 0-0 toujours. Je vous rappelle que c'est le match de la médaille d'or. Et ce match vous parvient directement du Allmennstadion de Berne à l'antenne du réseau des sports. La nouvelle Protec SO avec LXT est plus stable par temps chaud et circule mieux par grand froid. C'est une huile qui protège votre moteur en tout temps. Protec SO, n'attendez pas que votre auto en demande. Jeu a repris, c'est une passe vers Pavel Bure, mais bloqué par Robert Reichel. Alors, les deux jeunes joueurs juniors s'affrontent depuis le début du match. Bure et Jagr. Belle manœuvre de Tatarinov, mais il doit revenir sur ses pas parce que Bure a fait une chute en territoire offensif. Il est revenu sur ses pas. Là, c'est Fetisov qui surveille du coin de l'œil. Il est bien surveillé par Jagr. Fetisov doit revenir sur ses pas prudemment. Contrôle bien le disque cependant, ce Fetisov.
Passe vers Pavel Bure. Tir de Bure qui a été bloqué par Prochatska. Fyoderov maintenant est accueilli par Holik. Et c'est Prochatska qui, en acceptant une mise en échec, passe à Reichel. Reichel tire. Et finalement, c'est le sifflet de l'arbitre. Est-ce qu'il y aura des pénalités ou est-ce un hors-jeu? Hors-jeu, tout simplement. Pierre, parce que... Je surveillais en ligue et j'ai vu les bâtons élevés. Oui. C'est pour ça que j'hésitais. Dans son élan, Jagr lui a devancé le porteur. Ah oui, on le voit bien là. Alors, encore une fois, on peut apprécier le travail, comme tu l'as mentionné, très inspiré des Tchécoslovaques. Dans leur territoire, les mises en échec sont dures. On cherche, on a toujours un ailier à découvert pour pouvoir effectuer la sortie de zone très rapide. Bacha a mis les freins devant Priakin et Makarov. Seeger a perdu et ça permet cette incursion de Kravchuk, le défenseur, surveillé par Seeger, qui a réussi à lui enlever le disque. Et là, c'est repris par Priakin. Priakin surveille du coin d'œil un tir de Ristic qui rate la cible. Et c'est Priakin qui reprend. Là, il est gêné par l'arbitre et par Seeger maintenant. Disque libre derrière le filet, c'est Haschak qui dégage par la rampe et le disque va se retrouver loin en territoire soviétique et ce sera refusé dès que Goussarov touche au disque. Alors là, les Soviétiques ont mis un peu plus de pression en plaçant 2 joueurs dans la zone privilégiée, ce qui a permis d'effectuer un tir qui a raté la cible cependant sur le gardien Dominik Hasek. Alors, il y a des changements apportés des deux côtés. 5 nouveaux joueurs. C'est le trio de Hasek qui sera là pour la Tchécoslovaquie contre le meilleur trio offensif de l'URSS, celui de Bykov, Kamienski et Khomutov, qui a 11 buts sur Khomutov. On perçoit Robert Reichel qui appartient aux Flames de Calgary. Il va peut-être se retrouver là-bas, Pierre, au cours des prochaines saisons. Et Krohn, lui, a été repêché par Vancouver en 1985. On dit que c'est un joueur extrêmement rapide. Peut-être pas un marqueur prolifique, mais quand même. Oh là, c'est un bel arrêt de Hasek contre Khomutov. Il est tellement rapide sur Khomutov. Décoche des tirs sans avertissement. Là, le disque est libre. C'est un tir de Malahov qui a touché un bâton. Khomutov reprend, mais il est contré par Hostak. Et c'est la longue passe au centre pour Lubina. La course entre lui et Konstantinov, gagnée par Konstantinov. Et c'est donc un dégagement qui est refusé avec 10 minutes 59 découlées en première période. Et on voyait également à côté de Krohn, Pierre, c'est Seeger qui, lui, jouera l'an prochain avec les Devils du New Jersey. Il a déjà signé son contrat. C'est Dunko Seeger qui a marqué 5 buts jusqu'à maintenant dans le tournoi. Je rappelle que c'est Yvon Penneau et Pierre Houd qui vous apportent la description et de ce reportage match de la médaille d'or entre l'URSS et la Tchécoslovaquie. C'est toujours 0-0 en première période. Les deux équipes ont eu quelques bonnes chances de marquer, mais on est très prudent de part et d'autre. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 6 par l'URSS et 3 par la Tchécoslovaquie. C'est Kadlec qui a le disque, surveillé par Davidov. Kadlec par la rampe pour Jelinek. Passe par derrière que n'attendait pas son coéquipier Hrdina, qui revient sur ses pas. Hrdina par la rampe vers Dolezal, le capitaine, qui remet derrière, où ce sera repris par Tatarinov. Tatarinov qui bouscule Hrdina. La Prozacka remet au centre. Dolezal qui bouscule Tatarinov maintenant. Nemchinov reprend le disque. Et on a fait une passe avec la main, c'est pourquoi on devra reprendre. Il y a quand même Bellefeuille ici aujourd'hui. Ce n'est pas rempli à pleine capacité. Vous apercevez Tatarinov. Les rumeurs veulent qu'il se dirige vers Washington la saison prochaine. On dit qu'il a déjà signé son contrat avec les Capitals. Il a obtenu la permission des autorités de la Fédération de hockey sur glace en Union soviétique afin de poursuivre sa carrière dans la capitale américaine. Donc, ça sera tout un joueur pour l'attaque massive des Capitals de Washington l'an prochain. Penses-tu que les Capitals lui souhaiteraient la bienvenue dès cette année en vue de la série contre Boston? Tire dans le coin, c'est perdu par Holik. Au jeu de Biakin, là, qui a perdu son casque protecteur. Tire le long de la rampe de Bozik, le défenseur, vers Jagr, qui a été surpris par Goussarov, qui lui a fait perdre le disque par derrière. Bacha maintenant, vers Jagr, derrière à Holik. Holik qui s'avance, le tir qui rate la cible, un peu trop. Bozik maintenant, le défenseur, qui repousse. Goussarov qui perd le disque. Là, c'est Reichel qui a voulu surprendre, mais son tir a été intercepté par Fyoderov, qui remet à Bure vers Kravchuk, mais beau jeu encore du défenseur Bacha. T'as vu que les Soviétiques aiment bien envoyer un défenseur appuyer l'attaque. Appuyer l'attaque, là, et c'était très dangereux. C'est Kravchuk qui a le disque. C'est plutôt Goussarov. Goussarov qui, le long de la rampe, perd à Reichel. Disque libre en territoire neutre. Et c'est repris par Staviana. Il remet derrière à Bacha.
Bacha est surveillé par Priakin, par la rampe vers Seeger. Lui, autoprise avec Ristic, remet à Haščák. Haščák, petite passe vers Bacha, qui revient sur ses pas. La Priakin exécute du très bel échec avant. Haščák maintenant. Passe derrière à son défenseur Staviana. Attire vers lui Makarov. Staviana qui manœuvre bien. C'est un défenseur très fiable que celui-là. Sherban maintenant. Aux prises avec Priakin, beau jeu. On veut dégager, mais c'est raté. Tir de Malahov et c'est bloqué par Hašek, qui remet tout de suite à Haščák. Finalement, au centre, c'est Konstantinov qui reprend. Il n'y a aucune équipe qui veut ouvrir le jeu, Yvon. Non, on est extrêmement prudent, mais là, les Soviétiques augmentent la pression et il y aura la première pénalité du match à Staviana pour son geste à l'endroit de Ristic. Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90 à l'antenne du Réseau des Sports. Tu peux faire bien tout ce que tu fais si tu mets du tien et du cœur. Au-delà de la nature, un rêve s'accomplit. Oui, plus haut et plus loin, bien plus loin. Les gens passionnés par leur métier se reconnaissent facilement. Ils ont ce que nous appelons chez Air Canada la passion du monde. Alors donc, pénalité à Staviana, 2 minutes pour avoir accroché à 13 minutes et 18 secondes. Et Pierre, en supériorité numérique, les Soviétiques occupent le 4e rang dans le tournoi avec une moyenne d'efficacité de 14,53. Les Tchécoslovaques, ça a été désastreux en infériorité numérique. Ils occupent le 6e rang. Et c'est Lubina qui a réussi un premier dégagement et qui repousse l'URSS loin dans son territoire. C'est la relance de l'attaque avec Romutov. Passe vers Bykov. Bykov par la patinoire, c'est bloqué par le gardien Hašek qui décide d'immobiliser parce qu'il a vu Romutov arriver très rapidement. Et dans les rencontres internationales, Pierre, on voit que les arbitres n'hésitent pas à arrêter le jeu lorsque le gardien quitte son filet pour aller immobiliser le disque, même à l'extérieur de son rectangle. Ce sera un ajustement que devra apporter Hašek dans la Ligue nationale. Oui, parce qu'on fait tout pour ne pas arrêter le jeu dans la Ligue nationale. Oui. Il pourrait même avoir pénalité. C'est à la discrétion de l'arbitre, ça, la pénalité pour retarder le match inutilement. Tatarinov, un tir qui a dévié devant Hašek, mais il a réussi à repousser derrière lui. Obutov maintenant. Surveille du coin de l'œil, prudemment. Passe vers Tatarinov, à Fetisov. Fetisov vers Tatarinov qui s'avance. A fait une feinte. Remet à Fetisov, un tir frappé qui rate la cible. Bykov maintenant. Derrière le filet, surveillé par Prochatska. Bykov, longue passe pour Fetisov. Tir frappé que Fetisov a voulu voir Kamienski dévier, mais ça a été raté par lui et c'est Prochatska qui a bien failli s'échapper là-dessus. Et Lubina maintenant qui cause toutes sortes de problèmes à Kamienski. Longue passe de Kamienski vers Romutov. Romutov derrière à Tatarinov vers Romutov. Romutov s'avance. Longue passe vers Fetisov. Un tir, et c'est une belle glissade de Lubina et ça devient un dégagement jusqu'en territoire neutre par le fait de mer. Beaucoup de discipline chez les Tchécoslovaques. Le rectangle défensif était à point. Il y a un joueur qui fait une chute. Tatarinov vers Romutov, c'est raté par lui. Fetisov reprend. Aux prises avec Bacha. Bon jeu de Bacha et c'est la sortie de Dolezal. Et Dolezal, lui, qui en profite pour gagner de précieuses secondes et repousse en territoire soviétique. Il reste 20 secondes encore à la pénalité aux Tchécoslovaques. Nemchinov a perdu le disque. Bacha. Le clou le long de la rampe. La Semak a voulu le reprendre des mains de Bozic. Ça devient une passe à Tatarinov qui remet devant lui. Davidov cherche l'ouverture. Laisse derrière à Nemchinov. Nemchinov derrière à Davidov. Vers Nemchinov. Pénalité terminée. Maintenant, on joue à armes égales. Nemchinov toujours. Un tir qui se retrouve derrière le filet. C'est repris par Davidov. Mais celui-ci a été mis en échec. Staviana a voulu faire une passe à Reichel, mais c'était trop haut et les Soviétiques sont repoussés dans leur territoire. Il reste 4 minutes, 20 secondes à faire en première période. De l'excellent travail effectué par les Tchécoslovaques dans leur territoire en infériorité numérique. Il n'y a pas eu un tir dangereux sur Hašek de cette supériorité numérique. Kousarov remet à Kravchuk. Kravchuk qui voit l'ouverture, s'avance au centre. Kravchuk tire de loin. Hašek a capté le disque, laisse à Sherban, son défenseur, vers Haščák. Haščák à Seeger. Seeger mise en échec, c'est repris par Haščák. Remet à Kron qui repousse son territoire soviétique.
où c'est repris par Kravchuk vers Davidoff, mais celui-ci laisse le disque poursuivre sa route et c'est Sherban qui va le reprendre. Sherban en contre-attaque, arrive au centre, attendu à la ligne bleue par au moins 4 joueurs qui ont marqué. Là, c'est Konstantinov par le patin vers Biakin pour Davidoff, mais c'est perdu par lui. Là, Kron repousse en territoire soviétique et Konstantinov, qui a accueilli Kron durement avec les coudes très élevés, sera chassé pour 2 minutes. Ça ne laissait aucun doute. L'intervention du défenseur soviétique, regardez bien le coup de poing qu'il va servir à son rival. Et voilà. Donc, ça va permettre maintenant aux Tchécoslovaques de faire appel à leur attaque massive. Tu te rappelles Craig Ludwig quand il avait accueilli Trent Yarney? Oui. Il avait été d'ailleurs suspendu pour quoi, 5 matchs? 5 matchs. Suite à ce geste. Alors donc, il lui a servi un coup de coude, Pierre Konstantinov. Il est chassé à 16 minutes 38 secondes. Konstantinov qui, avant le match contre le Canada, n'avait pas été beaucoup puni compte tenu de sa grandeur et de sa force. Mais contre le Canada, il a eu 3 pénalités mineures. Et en voilà une autre pour lui. Donc, supériorité numérique au chapitre des statistiques, Yvon. 3e rang, les Tchécoslovaques, avec une moyenne d'efficacité de 14,80. Les Soviétiques sont premiers en infériorité numérique. Hostak, Lubina et Dolana sont là. Les arrières sont Prochatska et Kadlec. Prochatska, longue passe. Le disque lui revient. Tir frappé qui rate la cible. Et le filet est ouvert pour Dolana, mais il n'a jamais réussi à tirer. Il a voulu faire trop vite. Il a voulu faire trop vite. Quelle chance ratée par les Tchécoslovaques. Prochatska maintenant. Tire de loin. C'est Irbe qui capte facilement. Laisse à Tatarinov. Au centre maintenant, c'est Makarov. En contre-attaque, Makarov devant Bozik veut le déjouer. Perd le disque lorsque Bacha le repousse. Et c'est repris par Bozik, le défenseur. Vers Hrdina. Hrdina, longue passe pour Dolazal, surveillé par Tatarinov qui lui fait perdre le disque. C'est Fetisov qui va le récupérer le long de la rampe. Et Fetisov a voulu dégager au centre. C'est presque une échappée de Biakin et la sortie dangereuse de Hachek. Oh, il a réussi à toucher un disque, heureusement. C'est toute la défensive de la Tchécoslovaquie qui sommeillait là-dessus. Et là, on revient en territoire tchécoslovaque. Il reste 42 secondes avant le retour de Konstantinov. T'as vu, on apporte déjà un 3e changement en supériorité numérique. C'est le trio des jeunes maintenant. Reichel qui s'avance devant Kravchuk. Tire du revers par l'arrière du filet pour Olik. Surveillé par Goussarov. Disque libre le long de la rampe. Finalement, c'est Sherban qui vient prêter main forte à l'attaque. Tire de Jagger dans le coin pour Reichel. Reichel a voulu passer à Staviana, mais le disque est sautillant. C'est repris par Jagger. Jagger vers Holik. Et là, on a voulu passer par derrière, mais le disque s'est retrouvé jusqu'au gardien Hachek. La pénalité sera terminée dans 5 secondes maintenant. Les Soviétiques n'ont accordé que 3 buts en 72 minutes en infériorité numérique. Imagine. Pénalité terminée. Jagger a fait une chute devant Kravchuk et il entraîne le disque sous son poids. Et c'est pourquoi donc il y a arrêt de jeu. Alors, il reste 1 minute 16 secondes. Je vous rappelle qu'à notre premier entracte, nous allons rejoindre en studio nos camarades Denis Caron et Pierre Ladouceur. Et nous avons également préparé pour vous un petit reportage assez spécial, une petite conversation entre Monsieur Pedneau et votre humble serviteur que nous allons vous présenter donc à notre premier entracte. Konstantinov pousse devant lui, disque libre. C'est Konstantinov qui le récupère. Passe du revers. C'est Davidoff là qui, ou plutôt Semak qui a fait une chute. Davidoff qui s'avance derrière à Semak. Semak est retenu par Prochatska, mais belle manœuvre, reprend le disque devant le filet pour Nemchinov qui rate son tir. Là vers Davidoff, plaqué par Prochatska, c'est Seeger qui reprend. Seeger passe vers Haschak. Haschak attire Nemchinov vers lui. Doit se méfier cependant, tire par la rampe, c'est Davidoff qui est là le premier, perd le disque cependant et c'est Kron qui le reprend. Kron, mauvaise passe, touché par Fetisov là. Haschak a voulu reprendre, surveillé par Malahov. Et là, dans le coin de la patinoire, il y a 4 joueurs qui tentent de prendre le disque. Kron y a touché, mais c'est Semak qui le reprend. Et Semak pousse tout simplement du revers un peu plus loin. Il reste 19 secondes à faire en première période. Mise en échec sévère à l'endroit de Bozik, qui repousse plus loin vers Haschak, mais Tatarinov est là le premier.
C'est Davidov qui récupère. 8 secondes encore. Et on va tout simplement laisser écouler les quelques secondes qui restent en première période. Alors, du jeu extrêmement serré, Yvon. On n'a pas voulu ouvrir la machine de part et d'autre. Je pense que le réseau défensif de chacune des deux équipes, Pierre, a été efficace. J'ai été impressionné cependant par le plan de match de la Tchécoslovaquie. Les défenseurs ont bien travaillé. On concède à l'Union soviétique son attaque, mais on ne veut pas créer, on ne veut pas offrir d'ouverture. Et c'est ce que la défensive de la Tchécoslovaquie a réalisé au cours de cette première période. Alors un sommaire bien simple à faire. Aucun but, 2 pénalités. Une de chaque côté, les tirs au but par l'Union soviétique 9 et par la Tchécoslovaquie 6. Alors c'est le premier entracte. Je vous rappelle, chers amis, que c'est 0-0 donc après une période de jeu. Vous écoutez le championnat mondial de hockey 90 à l'antenne du réseau des sports. Samedi en direct d'Atlanta, les échanges les plus incroyables aux demi-finales du défi AT&T. Le NASCAR vous en met plein la vue. De Martinsville, c'est le panel sweatshirt comptant pour l'obtention de la Coupe Winston. En direct de Hamilton, c'est la mise au jeu officielle à la Coupe Memorial, symbole de la suprématie au hockey junior canadien. Et le kickboxing vous en fait voir de toutes les couleurs avec des combats impliquant les plus féroces de cette discipline. Samedi, la finesse aura-t-elle raison de la vitesse? Réponse sûre. Ford vous présente sa toute dernière étoile, la Ford Aerostar 1990. Aussi confortable qu'une voiture, aussi pratique qu'une camionnette. C'est une grande routière, facile à conduire. Et en vedette, voici maintenant la Star 2. Attrayante et spécialement équipée, elle vous est offerte en 4 versions différentes à partir de 16 999 $. L'Aerostar et la Star 2, des étoiles à observer de plus près chez le concessionnaire Ford de votre localité. Le sport directement d'Europe, au réseau des sports avec Nouvelles d'Europe. Les experts du sport international, Jo Maléjac et Georges Schwartz, s'unissent pour vous présenter le seul magazine télévisé sur tout ce qui se passe dans le monde du sport sur le vieux continent. Tout sur le soccer, le football australien, le rugby, l'athlétisme et bien d'autres sports. Des nouvelles toutes fraîches d'Europe sur toutes les compétitions majeures. Pour être dans le feu de l'action, même en Europe, c'est Nouvelles d'Europe le dimanche sur les ondes de RDS. En mai, ça bouge à RDS, avec la grande finale du championnat mondial de hockey, puis toute l'action de la Coupe Memorial. Les grands du tennis se disputent les honneurs du défi AT&T. 14 parties de baseball majeur, dont 9 des Expos et 4 des Blue Jays. 3 prestigieux tournois de golf, dont le PGA Memorial et 2 tournois seniors. Du soccer international avec la Coupe des Nations. Tout ça et encore plus. Alors en mai, le sport, c'est sur RDS. Après une période de jeu, c'est l'égalité 0-0 entre l'équipe soviétique et la Tchécoslovaquie. Alors nous sommes de retour à Berne. Nous avons pensé qu'avec le printemps maintenant qui est bel et bien arrivé en Suisse, on a pensé donc quitter un peu le Allmannstadion et se retrouver sur une petite terrasse. C'est jour de congé aujourd'hui, les fêtes du 1er mai, et on va prendre une petite eau minérale à votre santé, alors que pour vous, c'est l'heure du jus d'orange sans doute. Merci. Yvon Penneau, une ambiance comme celle-ci aujourd'hui, la beauté, le calme, est-ce que c'est ce qui peut finalement expliquer les déboires du Canada au championnat du monde? Mais je pense, Pierre, que les déboires du Canada, on doit regarder surtout sur le plan athlétique, sur la patinoire. Mais effectivement, lorsqu'on doit vivre dans un pays aussi magnifique, la température s'y est mêlée. Comme tu l'as mentionné lors de notre reportage du match entre le Canada et l'Union soviétique, il y a toutes sortes de dérangements aussi pour les joueurs du Canada, des réceptions, les épouses qui sont arrivées ils sont extrêmement dérangés un peu partout. On doit on doit se présenter à l'ambassade du Canada. Donc, somme toute, il y a beaucoup d'à côté à ce genre de compétition. Il reste néanmoins que si on parle de la tenue du Canada dans le tour des médailles, Pierre, je pense que c'est surtout la supériorité de l'Union soviétique qui a, à mon avis, été la grande différence lors du match que l'on a vu, le dernier de cette série. Mais Yvon, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour Dave King et pour toute la direction d'Équipe Canada qui, chaque année, doit composer avec le même problème, finalement? On ne peut pas restreindre les joueurs de la Ligue nationale qui acceptent de représenter le pays. On ne peut pas les restreindre à un régime militaire. On doit composer avec cette situation. Effectivement, Pierre, et Dave King, lui, a un immense problème. Il ne peut vraiment pas engueuler un joueur ou encore dire sa façon de penser aux joueurs de la Ligue nationale pour la simple et bonne raison que l'an prochain, le type, il peut décider, écoutez, moi, là,
aller en Finlande, au championnat du monde, pour me faire engueuler par l'entraîneur et selon certaines contraintes, ça ne m'intéresse pas du tout. Les professionnels, ils ont le dernier mot. Ce sont eux qui vont décider si oui ou non ils vont participer au championnat du monde. Alors on se dit finalement qu'on a la meilleure équipe dans les circonstances et on espère une médaille de bronze comme c'est le cas lors du match qu'on verra un peu plus tard. Bien sûr qu'il y a des réticences à savoir si on a la meilleure équipe. Je pense qu'il y a eu une mauvaise sélection. Ça, il ne faut pas blâmer Dave King parce qu'on a appris à travers nos informations que Alan Eagleson avait son gros mot à dire dans la sélection des athlètes. Moi, je pense qu'on a commis des erreurs en cours de route. Et ces erreurs-là, au cours des prochaines années, il faudrait les éviter. Quand vient le temps de sélectionner les joueurs, il faut prendre son temps et ensuite bien analyser la situation et arriver avec les meilleurs éléments disponibles pour le championnat du monde. Yvon, on le sait, il y a beaucoup de joueurs de la Ligue nationale de hockey, des Québécois en particulier, qui sont venus jouer en Europe. Qu'est-ce qui peut bien motiver ces joueurs à quitter la Ligue nationale, tout le prestige qui s'y rattache, et s'expatrier finalement et jouer en Suisse, en France, etc.? Moi, je pense, Pierre, qu'il y a deux types de situations. Vraiment, là, pour un joueur de la Ligue nationale en professionnel, pour venir s'établir en Europe et participer à la Ligue élite de la Suisse ou encore de la Suède. Et il y aura d'autres ouvertures qui vont se créer, à mon avis, au cours des prochaines années, en vertu des changements politiques qui sont survenus à Prague, par exemple, en Tchécoslovaquie. Maintenant, si on prend un cas type, on va prendre celui de Mats Nestlund. C'est un joueur qui est convoité par la formation de Lugano. On dit que d'ailleurs, tout est rentré dans l'ordre. Il va signer son contrat. Il y a eu entente verbale. Et Nestlund, nous dit-on, en Amérique ou à Montréal, a déclaré que lui, il ne voulait pas terminer sa carrière comme Mike Bossy. En d'autres mots, un joueur qui a dû terminer sa carrière parce qu'il était blessé, des doubles échecs, coups de bâton devant le filet. Lui, il a dit, il me reste encore 2 ou 3 bonnes années. J'obtiendrai un bon contrat avec Lugano. Je pense qu'il y a 275 000 $, Pierre, impôts enlevés, tout, c'est clair. Et tu sais ici qu'on donne beaucoup de choses à des joueurs de hockey. Donc ça, c'est un cas type. L'autre cas, c'est un joueur comme Gaston Gingras ou un autre joueur comme Normand Dupont, un joueur comme Alan Hayward qui avait été échangé de Washington à Québec. Hayward, lui, il ne voulait pas jouer pour les Nordiques. Les options sont rares à ce moment-là où ton équipe te change à une autre formation de la Ligue nationale ou encore tu trouves un endroit comme Berne où lui a évolué au cours des dernières années. Il est très heureux ici, touche un salaire de 185 000 $ US, entre guillemets, là. Et ça, c'est clair, les impôts sont payés et tout. Alors, je pense que c'est une bonne façon de poursuivre sa carrière dans le hockey. Et c'est un pays absolument magnifique. Et c'est vrai. Yvon, la dernière fois qu'on a levé notre verre à nos téléspectateurs, c'était à Calgary. Eh bien, nous le faisons maintenant de Berne. Ce reportage sur le championnat mondial de hockey